c'est une origine grecque, oma, qui en fait veut dire… Attends, parce que là j'ai un message qui dit qu'on est enregistré. Oui, on est enregistré. Qui signifie que lorsque on ajoute ce terme à n'importe quelle discipline, ça veut dire qu'on le considère comme formant un tout et que tous ces constituants sont considérés de manière collective. Et je pense que pour moi, le changement de paradigme qui est sous-jacent à l'utilisation de ces techniques par rapport à la biologie conventionnelle, c'est que on avait l'habitude, en tout cas moi, quand on a été formé en recherche, à partir d'une hypothèse et d'utiliser des approches de biologie conventionnelle qui en fait déterminaient l'approche expérimentale. Et avec les approches ohmiques, c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'hypothèse, mais enfin, quelquefois on n'en a pas. Et on recueille des données, ou on collecte des données qui elles-mêmes vont nous permettre de générer des hypothèses selon une formule qui s'appelle Discovery-Based Research. Alors, vous le savez tous, mais je trouve que c'est intéressant de revenir un petit peu sur la base d'un tableau à la puissance des différentes méthodologies dont on va parler par rapport à la biologie conventionnelle. Et ce tableau résume pour l'ADN, l'ARN, les protéines et les métabolites quelles sont les méthodes et le output de la biologie conventionnelle versus celles qui sont permises par les méthodes ohmiques. Donc, l'ADN, c'était à l'époque des Southern Blot ou même de la PCR qui permettait initialement de mesurer l'expression, pas l'expression, mais d'identifier ou de caractériser un gène à la fois. Et les méthodes, on va le voir, de séquençage de nouvelle génération nous permettent de séquencer des milliards de bases en même temps. Même chose pour l'ARN, sauf que c'était le Northern Blot, mais on utilise, et je vais y revenir, des méthodes de séquençage de nouvelle génération pour identifier des dizaines de milliers de transcrits dans une seule expérience. Pour les protéines, on mesurait une protéine par Western Blot, par spectrométrie de masse, on peut mesurer des milliers de peptides. Et enfin, pour les métabolites, la chromatographie traditionnelle permettait de mesurer un métabolite à la fois, alors que par des méthodes soit de spectrométrie de masse, soit de résonance magnétique, on peut mesurer des centaines de métabolites simultanés. Donc, je vais passer à travers ces différentes techniques rapidement. La génomique d'abord, qui est l'analyse complète de la structure et fonction de l'ADN. Juste pour vous donner une idée de l'évolution des choses, dans le génome humain qui a à peu près 3 milliards de paires de bases, le premier séquençage de génome humain par la méthode traditionnelle de Sanger a pris à peu près 13 ans et on estime le coût supérieur à 100 millions de dollars, alors qu'avec le séquençage de nouvelle génération, on peut séquencer un génome en une journée pour maintenant un peu moins, je pense, de 1000 dollars. Vous voyez que ça a évolué très rapidement. Je ne vais certainement pas rentrer dans les détails, mais ici, sur cette diapo, vous avez les différentes étapes du séquençage de nouvelle génération massivement parallèle par synthèse, qui est une des méthodes possibles. Ça, c'est la méthode d'Illumina. Encore une fois, je ne vais pas détailler la méthodologie, peu importe, mais simplement pour illustrer aussi le fait que vous avez sur cette diapositive le coût par génome humain et vous pouvez voir en effet que c'est passé de 100 millions de dollars à un peu moins de 1000 dollars, comme je le disais tout à l'heure, en une vingtaine d'années. Et par comparaison, vous avez, on aime bien montrer ce graphe, la loi de Moore, selon laquelle la capacité des ordinateurs est augmentée, la capacité de calcul double tous les 2 ans, alors que le coût est divisé par 2. Donc vous voyez que par rapport à ça, les méthodologies de génomique ont eu une diminution de coût absolument considérable.
Pour la transcriptomique, différentes approches. Il y a une quinzaine d'années, on utilisait des microarrays qui sont des micropuces, en fait, que vous connaissez tous, qui nécessitent quand même qu'on ait un transcriptome de référence pour designer les sondes qui sont sur la micropuce, alors que les méthodes de séquençage ne nécessitent pas de connaissances a priori. Deux différentes versions, le RNA sequencing, qui est en gros le même principe que le séquençage de l'ADN après, évidemment, transcription inverse, et puis la modalité unicellulaire, le single cell RNA sequencing, dont je vais reparler un petit peu plus tard, qui est la même chose, mais une seule cellule à la fois. Et c'est une approche qui permet une quantification de l'expression des gènes par le nombre de comptes qu'on a pour chaque transcrit. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin? On peut avoir, par exemple, une heatmap avec un clustering hiérarchique des gènes en fonction des échantillons qu'on a évalués. Puis, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. La protéomique, et je me limiterai à la spectrométrie de masse, qui peut être non ciblée, par exemple pour la découverte de biomarqueurs, ou ciblée, qui permet d'obtenir des informations quantitatives pour une série ou un jeu de protéines ou de peptides, et toutes ces variantes, puis je suis sûr qu'on va en reparler pendant la discussion, qui sont la phosphoprotéomique, la glycoprotéomique, etc., donc qui examinent des modifications post-traductionnelles des protéines. Une version plus récente, très intéressante, c'est l'imagerie par cytométrie de masse qui en fait combine l'immunomarquage de tissus et de cellules avec des anticorps qui sont tagués avec des métaux lourds et qui sont couplés à de la spectrométrie de masse. Vous avez entendu parler du CyTOF par exemple, qui est encore une fois une combinaison entre des méthodes d'imagerie et des méthodes de spectrométrie. La métabolomique, enfin, avec une version ou une variante qui est la lipidomique, comme la protéomique, peut être utilisée soit pour de la découverte pure, sans connaissance a priori, donc découverte de biomarqueurs, avec des modalités soit en résonance magnétique, soit hybride, soit en spectrométrie de masse pure, qui peut être également ciblée, encore une fois avec les deux approches possibles, et qui peut être utilisée avec des isotopes stables qui permettent de faire des vraies analyses de flux, particulièrement des flux métaboliques. Par exemple, si vous marquez un glucose et puis vous suivez l'évolution le devenir des carbones à l'intérieur du métabolisme cellulaire. Encore une fois, un développement récent qui est le couplage entre l'imagerie ou en tout cas les informations spatiales et des informations de structure ou de contenu, et qui permettent de reconstituer la composition chimique de coupes tissulaires, avec un exemple ici et en fait avec maintenant une résolution qui commence à être très intéressante. Il y a en particulier un laboratoire de chimie à l'Université de Montréal qui est très en avance sur ces méthodes-là qui sont d'une puissance absolument incroyable. Alors, juste rapidement, vous montrer un exemple réel qui est issu des travaux de mon groupe avec deux approches complètement différentes à 20 ans d'intervalle pour des questions qui étaient semblables, simplement pour illustrer l'évolution majeure de la puissance de ces technologies. À la fin des années 90, on se posait différentes questions, dont l'une qui était de savoir quel était l'effet prolongé des acides gras, en particulier du palmitate, sur l'expression du gène de l'insuline dans des îlots de Langerhans et dans des cellules qui produisent l'insuline. Et l'approche à l'époque, eh bien, c'était d'utiliser des îlots de Langerhans isolés, d'extraire l'ARN
de faire une électrophorèse, un transfert, donc un Northern Blot traditionnel, une hybridation et après autoradiographie de la membrane, on obtenait une image, un film qui donnait en gros l'expression d'un gène à la fois, qui était l'insuline dans notre cas, et puis un ARN de référence. Si j'avance de 20 ans, en 2018, on a reposé une question semblable, pas tout à fait la même, mais quel est l'effet global sur le transcriptome des cellules bêta et en particulier des cellules bêta qui prolifèrent en réponse aux acides gras, puisque je vais vous montrer, c'est le travail non publié, puis je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques ou scientifiques, mais c'est le travail d'Alexis Vivoli, qui est étudiant au PhD dans le laboratoire et qui travaille en particulier avec Ali, un de nos panélistes, sur l'analyse bioinformatique. Et là, l'approche est complètement différente. On est toujours parti d'îlots isolés en culture, mais on a utilisé une approche de single-cell RNA sequencing. Dans ce cas-là, c'est la technologie de la compagnie 10x Genomics. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais simplement pour vous dire que chaque molécule d'ARN de chaque échantillon a un code barre qui permet de l'associer à l'échantillon et donc la condition et ou le réplica utilisé. Et on utilise j'arrive à changer de diapo, voilà. On utilise la même approche que ce que je vous ai montré, c'est-à-dire la méthode de séquençage Illumina après reverse transcription de l'ARN en ADN complémentaire. Il y a une étape, et je vais y revenir, qui pour moi, au début en tout cas, mais elle reste encore, est une boîte noire d'analyse des données où on a vraiment besoin d'expertise bioinformatique. Puis dans notre cas, comme je l'ai précisé, on a eu beaucoup d'aide d'Ali Filali et initialement également de Alain Passis et Rob Zladek au Genome Center, et qui permet de visualiser les échantillons sous une forme globale. Donc vous voyez chaque point que vous voyez dans chaque groupe ici, ou chaque cluster, chaque point est une cellule, et on a des méthodes bioinformatiques, des approches bioinformatiques qui permettent de les classer en fonction de leur proximité en termes d'expression génique. Et ça permet donc d'identifier différents sous-groupes de cellules. Et vous voyez que là, si on prend un îlot, on peut retrouver les différents types de cellules endocrines, les cellules delta, différents clusters de cellules bêta, des cellules alpha, etc., etc. Extrêmement puissant. Ceci en une expérience, évidemment, avec un certain nombre de réplicas biologiques. Alors, c'est très puissant et même intimidant. Il y a un certain nombre de challenges et d'écueils, d'enjeux qu'il faut absolument bien connaître, à mon avis. La première, c'est que, comme je viens de le dire, en tout cas pour moi, qui était totalement novice, la partie analyse des données est une grosse boîte noire, et elle requiert absolument une expertise bioinformatique très solide, et c'est pour ça qu'on a sollicité Ali pour nous aider à essayer de comprendre comment on pouvait analyser cette masse très impressionnante, cette quantité impressionnante de données. Ce qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est ce que j'appelle la barrière du langage entre les bioinformaticiens et les biologistes. Puis, dans mon expérience, quand on commence à discuter avec des gens qui sont vraiment férus en bioinformatique et dont c'est le métier, on ne parle pas le même langage. Et il y a une nécessité d'établir une relation qui permette de se comprendre et de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont les questions qu'on pose, quels sont les paramètres qu'on regarde. Et je trouve que c'est une étape qui prend du temps et qu'il ne faut pas négliger non plus. Ça ne se fait pas en criant ciseaux. Troisième enjeu, c'est l'interprétation et l'attention qu'on doit porter à des jolis diagrammes. Alors là, je vous ai montré, par exemple, c'est la représentation d'Alexis et Ali que je vous ai montré sur une des diapositives précédentes.
c'est très joli et tellement puissant qu'on peut effectivement identifier, je vous ai donné l'exemple, identifier différents groupes de cellules bêta, donc à l'intérieur d'une même population de cellules endocrines, sur la base de leur transcriptome, on peut différencier des sous-groupes. Et là, on pensait que c'était une population homogène. Eureka, on vient de découvrir l'hétérogénéité d'un certain nombre de populations à l'intérieur même d'un type de cellule endocrine et on est tenté d'essayer de définir ces populations en tirant des conclusions qui vont s'appliquer plus largement que notre expérience. Et il faut être très prudent à ce sujet parce qu'on commence à voir des analyses, et ici je vous en montre une, ça c'est une analyse qui a été faite par notre collaborateur Mark Using l'année dernière, qui a regardé un certain nombre d'études, 5 en l'occurrence, qui définissaient différents groupes, sous-groupes de cellules bêta, donc de cellules sécrétrices d'insuline, en fonction des gènes d'hétérogénéité, de marqueurs d'hétérogénéité. Et ce qui est très frappant dans l'analyse qu'ils ont faite, c'est que quand ils comparent les 5 études, il y a 0 gène, si vous regardez au milieu, définissant des sous-groupes de cellules bêta qui sont communs entre ces 5 études. De la même manière, le groupe de Klaus-Kastner a effectué une analyse de 3 études qui ont comparé l'expression des gènes entre des îlots de patients diabétiques de type 2 et des îlots de patients non diabétiques. Et chaque étude concluait qu'ils avaient identifié un certain nombre de marqueurs transcriptomiques de l'état d'un îlot diabétique. Puis en fait, si vous voyez les 2 schémas ici, entre les gènes qui sont upregulated et les gènes qui sont downregulated, il n'y en a aucun qui était commun entre les 3 études. Donc, la reproductibilité des conclusions qu'on tire en termes d'hétérogénéité ou de patrons d'expression entre différentes populations n'est pas encore démontrée, en tout cas dans notre domaine, en fonction, et on peut discuter longtemps, puis on pourra peut-être y revenir, des causes de ceci, mais c'est un problème qu'il ne faut pas négliger, donc il faut être prudent dans l'interprétation. D'autres écueils et défis. Le choix de l'approche, ce n'est pas évident. Il y a eu beaucoup d'engouement pour le single-cell RNA sequencing. Il y a des arguments en faveur de l'utilisation du RNA sequencing qu'on dit bulk en anglais. Et il y a plusieurs publications maintenant qui proposent une espèce de flowchart qui nous permet de déterminer si oui ou non c'est une approche qu'il faut utiliser ou en tout cas quelle approche il faut privilégier en fonction de son système expérimental et des questions qu'on pose. Il y a des limites technologiques qu'il faut bien comprendre. Il y a des sources de biais qui sont importantes qu'il faut bien comprendre aussi. Donc, mon expérience, c'est qu'il vaut mieux pas se lancer dans une technique avant de bien avoir analysé le pour et le contre. Par ailleurs, on reste quand même avec, à la fin, des patrons d'expression qui sont des patrons d'expression génique et qui ne renseignent pas ou peu sur l'impact fonctionnel. Donc, je demeure convaincu que la validation fonctionnelle des observations qu'on fait au niveau transcriptomique ou génomique demeure essentielle. Et puis, enfin, il y a un coût qu'il ne faut pas négliger, qui est assez élevé. Dans l'exemple que je vous ai donné, le Northern Blot qu'on faisait en 98, c'est une coupe de centaines de dollars et l'expérience avec 4 réplicas biologiques et 4 conditions dans chaque expérience en 2018 en single-cell RNA sequencing, c'est plus que 25 000 $ quand on ajoute l'ensemble des coûts. Donc, ce n'est pas négligeable du tout, d'où l'importance de bien analyser ou de bien réfléchir à la meilleure approche avant de commencer. Et puis, pour finir sur une note positive, c'est quoi le futur? Le futur, c'est évidemment, et le challenge, c'est d'être capable
d'arrimer les données qui proviennent de ces différentes approches, génomiques, protéomiques, métabolomiques, avec toutes leurs différentes versions, fluxomiques, glycomiques, etc., et d'utiliser des algorithmes d'apprentissage profond pour les intégrer. Et ce n'est pas si facile que ça, c'est même très difficile, de manière à découvrir de nouveaux biomarqueurs, établir des modèles de prédiction et, in fine, des prédictions d'évolution des maladies. Alors, je termine rapidement juste pour remercier mon groupe quand même, parce que c'est eux qui font le travail. Je vous ai montré surtout le travail d'Alexis Vivoli, étudiant au PhD, aidé de notre associé de recherche Julien Ghislain, et puis tous les autres qui participent à ces discussions et à notre apprentissage de ces méthodes. Sur ce, j'ai terminé, donc je vais arrêter, je vous remercie d'avoir écouté, je vais arrêter de partager et on va passer au panel. Donc je vous encourage à utiliser le Q&A pour poser vos questions et encore une fois, je vais les diriger moi-même à l'un ou l'autre de nos panélistes qui vont pouvoir intervenir. Donc, allez-y. Je ne sais pas si c'est moi, Mireille, mais je ne vois pas de questions ouvertes. Ne vous gênez pas. Et moi, pendant que vous posez une question, en fait, je vais en poser une à Martine. Oui. Qui revient à en fait, quelque chose que j'ai évoqué, qui est quel est, selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients de l'approche, on parle de RNA sequencing, de l'approche single cell versus bulk? Donc, bon, c'est sûr comme tu as mentionné, il y a un grand engouement pour le single cell en ce moment. C'est une technique à la mode, donc tout le monde a un peu l'impression qu'ils doivent faire cette technique-là versus le bulk. Je pense que les deux sont encore des approches qui sont très pertinentes. L'important, c'est la question à laquelle on veut répondre. Donc, le bulk RNA-seq est plutôt utilisé lorsqu'on veut voir des différences entre deux conditions. Donc, si on est intéressé d'une façon générale à voir les différences entre deux conditions, le bulk RNA-seq fait très bien le travail. C'est pas nécessaire de dépenser plus d'argent pour aller dans le single cell. Mais si la question s'intéresse plutôt à l'hétérogénéité d'un tissu ou à l'expression au niveau des types cellulaires spécifiquement, mais là, l'approche single cell va être plus avantageuse. Il y a aussi tout le niveau ça c'est au niveau de l'expression, mais si on veut regarder au niveau de l'épissage alternatif, par exemple, il y a des gens qui commencent à le faire au niveau du single cell, mais c'est pas encore très bien, ça fonctionne pas encore très bien parce que la couverture qu'on a des transcrits est quand même beaucoup plus basse que qu'est-ce qu'on a avec le bulk. Donc, pour l'épissage alternatif, le bulk est encore plus efficace. Aussi, au niveau des cancers, les fusions de gènes. Donc, si on veut détecter des fusions, là, à ce moment-là, le bulk pourrait être plus efficace vu qu'on a une plus grande couverture. Donc, je pense que c'est vraiment la question de départ qui va vraiment dicter vers quelle approche aller. OK. Merci Martine. On commence à avoir des questions. Surtout, allez-y, hein, on est là pour... c'est un peu la séance, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les omics sans jamais oser le demander. Donc, il y a je vois une question dans le QR qui s'adresse aussi Martine et Ali, en fait. Merci beaucoup. Pensez-vous que les techniques modernes de pointe comme le single-cell RNA-seq, aujourd'hui très, entre parenthèses, trop coûteuses, sans doute du fait de la R&D qui les a rendues possibles, puissent devenir de plus en plus abordables à mesure qu'elles se démocratiseront? Martine, Ali, est-ce que vous voulez essayer de répondre? Je pense que oui, probablement qu'ils vont devenir plus abordables. Je pense qu'un gros bottleneck en ce moment, c'est qu'il y a des compagnies qui ont vraiment les grosses parts du marché, donc ils contrôlent vraiment le marché. Donc, le single cell 10x c'est encore à l'avance. Il y a vraiment le gros contrôle du marché au niveau du single cell. Au niveau du séquençage pour le bulk, c'est Illumina. Ils ont vraiment la grosse part du marché.
Donc, avec ça, depuis que ces compagnies-là ont vraiment pris les grosses parts du marché, la réduction des coûts est beaucoup plus lente qu'elle s'est faite au début, quand l'exome, au niveau génomique, par exemple, quand il y a eu l'exome. Donc, je pense que oui, ça va diminuer, mais je pense pas que ça va diminuer drastiquement rapidement. Là. Je pense, à mon avis, je sais pas, Ali, si tu as une opinion. Non, je suis du même avis que toi, mais surtout, donc, ils essaient d'offrir des kits un peu moins chers, mais des fois, on peut négocier avec eux si on a une force donc, si on a une force, disons, de négociation, vu la taille du sample size, donc, c'est-à-dire il y a matière de négociation des fois pour réduire des coûts. Donc, mais à part ça, non, c'est-à-dire, je ne vois pas une réduction drastique des coûts pour ces techniques dans le futur. Ok, merci. Ali, Eric, Mathieu, Marie-Soleil, je vais vous demander d'ouvrir votre caméra, si vous voulez bien, que tout le monde vous voit. Super, merci. J'ai une question de Nicole Leclerc qui demande, ça va être une question probablement pour Marie-Soleil. Combien de microgrammes de protéines sont nécessaires pour examiner les modifications post-traductionnelles, exemple phosphorylation, par spectrométrie de masse? Très bonne question. Pour les modifications post-traductionnelles, en mode unbiased, j'imagine, en mode découverte, est-ce qu'on peut demander à préciser la question ou c'est compliqué puis je vais juste répondre? Nicole, tu parles en mode découverte ou si on veut aller identifier sur une protéine en particulier? On va lui laisser le temps de... Pendant que Nicole tape, moi, je vais te poser une question reliée. C'est en mode découverte, sur des tissus primaires, quelle est la quantité minimale de tissus en général dont tu as besoin? En mode Nicole, excuse-moi, Nicole de découverte. D'accord. En mode découverte, on va parler de plus dans le gramme de protéines pour la phosphoprotéomique. Si on parle de la protéomique en général, pas nécessairement sur les modifications post-traductionnelles, on est dans les centaines de microgrammes de protéines par échantillon. En mode découverte, en mode avec étiquette, avec label. Okay. Donc, ça demande quand même pas mal de protéines. Merci. Il y a une question de Léandra qui demande si la technologie Single Cell RNA-seq est offerte comme plateforme service au CRCHUB. Alors, là, je peux répondre, puis vous compléterez. On a acheté il y a 2 ans, 1 an et demi, je crois, un contrôleur de 10x Genomics qui donc permet de synthétiser les librairies. Donc, on peut faire cette étape. On ne fait pas ici, on n'a pas les capacités ici de séquençage. Il y a plusieurs plateformes de séquençage auxquelles vous pouvez vous adresser en ville. Je ne veux pas faire de la pub pour l'une ou l'autre. Là, nous, on a travaillé avec le Genome Center de McGill, mais il y en a d'autres. Et puis ensuite, on a une capacité actuellement limitée, en gros, à Ali, à temps partiel, pour l'analyse bioinformatique, qui, comme je viens de le dire, est un gros morceau de l'analyse. Donc, c'est quelque chose qu'au niveau du comité scientifique, on essaye de réfléchir pour augmenter notre capacité, notre expertise en bioinformatique pour le centre de recherche, parce que Ali ne peut pas tout faire. Il y a certaines équipes qui ont du personnel, des associés de recherche ou des gens qui sont capables de le faire. Donc, la réponse est oui en partie, jusqu'à la synthèse des librairies, et puis pas pour le séquençage, et oui en partie pour la bioinformatique. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose dans les panélistes. On essaie avec mon collègue Olivier peut-être d'organiser, on avait prévu d'organiser des séances de formation pour l'analyse, donc pour aider un peu les chercheurs à naviguer dans cette jungle des fois d'analyse bioinformatique. Mais comme tu as dit, Vincent, on est vraiment, donc ça serait bien d'organiser ça et de développer un peu plus de ressources en bioinformatique. Mais avec Olivier, donc on prévoit
mais on avait prévu, pardon, donc c'est avant le confinement, donc, de faire une semaine de workshop, mais c'est toujours à la table, donc de pouvoir aider à la formation des jeunes étudiants post-doc et aussi pour les aider à analyser un peu ces données-là. Okay. Il y a aussi une plateforme qui vient d'être lancée, qui a été développée par des étudiants au postdoc de l'Institut de cardiologie de Sainte-Justine qui s'appelle GenApp, qui permet d'analyser les données single cell d'une façon plus facile, donc qui nécessite moins de programmation. Donc, les outils sont déjà là, donc c'est un peu plus facile d'utilisation. Ça permet aussi de partager des données entre différents groupes de façon plus facile. Donc, si par exemple, Ali travaille sur des données pour un labo du CHUM et puis un étudiant veut aussi jouer avec les mêmes données via cette application-là, ça peut être fait. Super, merci. Une question de Christina Chauvet. Au niveau technique, serait-il possible de nous donner un survol de comment marche le single-cell RNA-seq? Désolé, je suis complètement novice là-dessus. En 1 minute 30, Martine, tu veux te lancer ou... Donc, au départ, je pense qu'une des étapes qui est très importante, c'est l'isolation des cellules. Donc, si le départ, on parle des cellules en culture ou des tissus, donc c'est le matériel de départ, donc je pense que ça, c'est très important. Avec la technologie Tanex, donc les cellules, donc il y a un peu des petites gouttelettes qui contiennent tous les réactifs nécessaires pour faire la réaction là, de transformer l'ARN en cDNA et ensuite mettre les barcodes pour identifier là, les différentes cellules. Donc, la cellule va être intégrée dans ces gouttelettes-là. Donc, c'est fait en sorte que dans la plupart, une seule cellule va être incorporée. Parfois, il y a des gouttelettes vides, donc c'est ce qu'on appelle les drop-out. Donc, où il ne va pas avoir des cellules, pas avoir d'ARN. Donc, une fois que tout est dans ces cellules-là, donc il va y avoir la réaction, une fois que le cDNA est fait et que les barcodes sont faits, donc c'est ce qu'on appelle la librairie. Donc, on a une librairie qui est faite, qui peut être envoyée au séquençage. Ensuite, une fois le séquençage, donc ce qu'on va recevoir, c'est des séquences brutes. Donc, vous allez peut-être voir le format FASTQ. Donc, ça, c'est un format de fichier où on a les séquences brutes. Et c'est là que le bioinformaticien va commencer son travail. Donc, la première étape, ça va être d'aligner ces séquences-là à un génome de référence. Et ensuite, créer des matrices d'expression pour pouvoir distinguer là, les gènes qui vont être différentiellement exprimés, soit augmentés ou diminués. Puis là, il y a beaucoup d'autres analyses bioinformatiques là, qui peuvent être faites. Je pense pas aller dans les détails à ce niveau-là, là, mais je pense en gros, c'est un peu la procédure là, du single cell. Mais le plus important dans le single cell, c'est vraiment comme une fois qu'on a cette matrice d'expression, c'est l'étape de faire l'identification des types cellulaires, donc toutes les analyses de clustering. Et c'est ça qui est un peu l'originalité et ce qui fait la force de cette technologie. Donc d'abord, c'est la découverte de nouvelles types cellulaires. Et donc ça, c'est avec donc des algorithmes de clustering à base qui proviennent de la théorie des graphes. Donc ça, c'est une étape cruciale. Il y a aussi toute la partie dans cette boîte noire, il y a donc la partie contrôle qualité au niveau donc des cellules et des gènes et la normalisation pour pouvoir comparer les cellules entre elles et les échantillons entre elles. Mais une fois qu'on a donc identifié ces types cellulaires, donc comme on a illustré comme a illustré Vincent dans sa présentation, après ça, il fallait chercher les marqueurs. Donc, qu'est-ce qui distingue une type cellulaire par rapport aux autres? Et aller chercher aussi les voies de signalisation qui distingueraient donc chaque type cellulaire par rapport à l'autre. L'autre aussi grande, le plus grand
avancement qu'apporte le single cell, c'est de pouvoir aller chercher les états transitionnels dans les cellules. Ça, c'est vraiment ce qu'a permis le single cell, c'est d'aller pouvoir chercher les étapes de différenciation cellulaire qu'on peut observer, qu'on peut détecter et illustrer par des techniques d'analyse de single cell, chose qu'on ne peut pas faire avec le bulk. Donc, voilà, donc j'en profite avant qu'on passe à une autre méthode pour dire à tout le monde qu'on a formé avec quelques-uns d'entre nous intéressés, dont évidemment Martine, Ali, plein d'autres, un petit groupe qui se réunit à peu près toutes les 6 semaines pour discuter de projets qui utilisent la méthode l'approche de séquençage d'ARN. Donc, si vous êtes intéressé à venir participer, c'est ouvert à tout le monde, évidemment, étudiants, personnel, chercheurs, qui vous voulez. Envoyez-moi juste un courriel ou à Joël, puis on vous ajoutera sur la liste. Je continue avec les questions. Il y a une question d'Éric Samaru qui demande quels sont les services disponibles en Untargeted Proteomics au CHUM via la plateforme de Métabolomics. Je vais laisser Éric répondre, mais en fait, on ne fait pas... Eric va me contredire si je dis des bêtises, mais notre plateforme de spectro de masse est dédiée à la métabolomique. Donc, pour la protéomique, on vous renvoie par exemple à l'IRCM, c'est pour ça qu'on a Marie-Soleil avec nous. Puis l'idée, c'était de ne pas dupliquer une plateforme, parce qu'il y en a d'autres, en tout cas des plateformes en ville. Mais je vais laisser Eric d'abord répondre à peut-être qu'est-ce qu'on offre comme service sur la plateforme de métabolomique, puis Marie-Soleil nous préciser les services disponibles en protéomique non ciblée. Vas-y, Eric. Donc, en fait, pour la métabolomique, on offre surtout de la métabolomique ciblée et de la pharmacocinétique. Donc, tout ce qui est molécules exogènes ou xénobiotiques et versus métabolites normales qu'on fait. Effectivement, pour tout ce qui est protéomique là, et tous les dérivés en protéomique, ben, il y a l'IRCN, évidemment. Puis il y a l'IRIC, puis Sainte-Justine aussi, là, qui sont les très bons centres là, où il y a des bons services là, de protéomique. Okay. Marie-Soleil, tu veux peut-être juste en 2 mots nous dire ce que vous faites, que vous offrez? Bien, à la plateforme, moi, je ne fais pas partie de la plateforme de protéomique, je fais partie d'un labo qui fait de la protéomique. La plateforme de l'IRCM offre des services de protéomique, surtout de découverte, donc non ciblés. Donc, ils vont vous aider dans la préparation des échantillons et puis dans le traitement des échantillons. Donc, évidemment, c'est eux qui vont injecter les échantillons dans le spectromètre de masse. Par contre, ils n'offrent pas de service d'analyse bioinformatique ni d'interprétation des résultats. Alors, pour passer à cette étape-là, en ce moment, ce qui est conseillé, c'est de faire une collaboration avec un labo de protéomique ou un labo de bioinformatique spécialisé dans la protéomique qui permettent de poursuivre le travail. À cause de la boîte noire dont Vincent nous parlait. OK. Puis, je vais en profiter peut-être, merci Marie-Soleil. Mathieu, tu veux peut-être nous dire la spécificité des services que vous offrez à l'Institut dans votre plateforme? Oui, bien sûr. Nous, on est beaucoup plus axé probablement lipidomique, bien qu'on commence à voir certains protocoles un peu différents. Mais une des particularités qu'on a également, c'est qu'on a développé une approche qui avait été initiée par Christine, qui est la directrice de la plateforme, de lipidomique non ciblée. Donc, avec l'idée de scanner tous les lipides en même temps dans un échantillon, avec vraiment l'idée de découverte, parce qu'il y avait beaucoup plus de métabolomique non ciblée qui avait été développée, mais la lipidomique, c'est quand même plus challengeant étant donné les structures différentes, etc., les sensibilités aux différents solvants. Donc, c'est un peu peut-être notre spécialité finalement d'offrir cette approche non ciblée. Okay. Merci Mathieu. Question, Arthur Brandau qui dit merci beaucoup pour la présentation. Pour le bulk RNA-seq, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un débat autour d'analyse en considérant le niveau des transcrits versus le niveau gène. Avez-vous un mot à ce sujet-là? Je pense que tu réfères à la profondeur. Je vais laisser les experts répondre là.
Martine, Ben, en fait, je pense que ça répond à deux questions différentes. Donc, je pense pas qu'il y a un débat à savoir si un est mieux que l'autre. Donc, mais avec le bulk RNA-seq, on peut faire soit une expression globale, donc on va regarder de façon générale l'expression des gènes, mais on peut aussi le faire au niveau des transcrits. Parce que parfois, dans un gène où on a plusieurs transcrits, il y a un transcrit qui pourrait être affecté de façon préférentielle versus un autre. Donc, c'est une autre façon de regarder les données. Je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est dans tous les technologies qu'on parle aujourd'hui, c'est vrai pour le bulk aussi, c'est qu'on produit une quantité de données qui est énorme. Ces données-là peuvent être analysées de plusieurs façons pour arriver à des conclusions qui sont un peu reliées, mais un peu différentes. Et c'est à ce niveau-là que parfois l'expression globale des gènes va être suffisante, mais parfois on veut pousser un peu plus loin pour regarder au niveau des transcrits, pour faire une analyse un peu plus fine au niveau de l'expression à ce niveau-là. est-ce que tu veux adresser la question de, je ne sais pas comment on dit en français, le gene dropout? Au niveau des single cells ou Ali, est-ce que Oui. tu voulais Oui, je veux juste finir par pour la première question, parce qu'on fait les deux des fois en bulk, parce que les transcrits, comme dit Martine, donc ça permet de regarder les isoforms. Donc on peut faire l'analyse quand on fait au niveau de la DEG, au niveau de l'expression différentielle des gènes. Des fois, il est préférable de regarder l'analyse par transcrit pour ne pas rater tous les transcrits et les variants. Mais quand il s'agit d'aller chercher, donc faire l'analyse des pathways, des voies de signalisation, des fois on fait un collapse, donc on fait une moyenne, donc on collapse tous les transcrits qui sont associés à un gène à une seule expression au niveau du gène. Donc on peut faire les deux, donc pour une analyse en bulk, on peut faire au niveau du transcrit et aussi au niveau du gène quand il s'agit de faire des analyses de pathway ou bien faire les analyses d'intégration si on veut intégrer les données transcriptomiques avec les données avec les cytokines ou avec d'autres omiques. On fait les corrélations des fois au niveau des gènes. Pour le dropout, donc c'est ça. Donc il y a des méthodes pour, c'est ça, c'est un des grands billets de la single cell. Donc il y a des méthodes donc pour. Mais explique ce que c'est peut-être, Ali, rapidement. Le dropout, ce sont des, donc c'est des zéros, donc c'est traduit par des zéros donc dans les matrices d'expression qui proviennent donc soit de ça provient en fait du fait que la transcription c'est un effet stochastique donc aléatoire. Il y a aussi des effets, ce sont des billets donc le transcrit il est exprimé mais il n'est pas transcrit par les techniques de transcription et d'amplification, donc qui se traduit par des valeurs nulles dans les matrices d'expression. Mais il y a aussi le fait que, comme au niveau de la cellule, c'est vraiment le phénomène fondamental, c'est que vraiment l'expression, elle est stochastique. Donc, comme on regarde ça au niveau de la cellule, donc il y a des fois elle est exprimée ou des fois elle n'est pas exprimée. Donc, et ça peut se traduire par des drop-out, donc par des valeurs nulles dans la matrice d'expression. OK. Autre question d'Éric Samaru. Concernant l'analyse de données single-cell RNA-seq, est-ce raisonnable d'envisager de former un étudiant PhD sans expérience bioinformatique très spécifique ou est-ce nécessairement un travail pour un bioinformaticien pur et dur? Ali, tu veux répondre à ça? Oh, très bonne question. En fait, ça dépend, vraiment, c'est très. J'étais confronté à ça, mais l'idéal, c'est de trouver quelqu'un maintenant. Il y a beaucoup de formations qui sont offertes dans les universités, donc au niveau pour la bioinformatique, donc qui offre. Donc, on a sur le marché, donc il y a beaucoup d'étudiants formés au niveau de la maîtrise et au niveau du bac, donc qui sont bons, donc on peut intégrer. Mais quand il s'agit des autres, donc il faudrait vraiment qu'il y ait un intérêt de l'étudiant, vraiment si un étudiant provient du bench, c'est-à-dire qui provient de la biologie ou de la moléculaire, donc c'est vraiment, il y a un effort personnel de lui, c'est-à-dire s'il veut être formé pour pouvoir
faire des analyses avec l'aide d'un bioinformaticien. Mais c'est vraiment, d'après mon expérience, vraiment s'il y a une envie, une volonté de suivre des cours online, parce que la courbe d'apprentissage, c'est-à-dire s'il veut pas, c'est-à-dire s'il veut se former sur le tas, donc la courbe d'apprentissage elle est un peu lente. Donc il faut absolument donc qu'il mette du sien, de la volonté pour apprendre le langage de programmation qui est R ou bien Python. Mais parce qu'il y a énormément de ressources online, mais je trouve, c'est-à-dire s'il y a l'envie de faire ça, donc il est possible donc en une année donc qu'elle puisse déjà comprendre un peu la base de la programmation et pouvoir rouler lui-même certains codes, même s'il ne peut pas programmer, donc au moins comprendre les inputs, les outputs de certains codes là qu'il pourrait être, disons, opérationnel en une année. Mais quand même, moi, je trouve que ça prend vraiment une bonne volonté de l'étudiant à s'y mettre en programmation pour pouvoir disons, faire des analyses ou aider à la compréhension des résultats. Voilà. Si je peux ajouter, je pense qu'en plus de la volonté de l'étudiant, je pense que ça prend aussi un environnement qui permet d'encadrer et de supporter l'étudiant et aussi avoir les ressources parce qu'on a besoin de ressources computationnelles, informatiques pour rouler ces outils-là, ces pipelines-là. Ça ne roule pas tous sur… c'est beaucoup de données, ça ne peut pas nécessairement rouler sur un ordinateur personnel. Habituellement, on utilise des clusters informatiques pour pouvoir rouler ces outils-là. Donc, ça prend aussi accès à ces ressources-là. Donc, je pense que c'est possible, mais il y a beaucoup d'encadrements qui sont à prévoir. Ouais. Même moi, mon expérience, même des fois, donc on a beau faire des fois workshops, mais s'il y a la volonté personnelle vraiment d'apprendre et suivre, donc des fois ça laisse à désirer. Mais on peut les encadrer, mais si un étudiant provient de milieu biologie moléculaire ou autre, qui n'a pas une expérience en programmation, donc c'est vraiment c'est un peu difficile. Mais c'est possible, comme je dis, donc vraiment il faut qu'il y ait la volonté de l'étudiant aussi de faire ce parcours-là. Puis il y a plein de programmes à l'Université de Montréal maintenant. Un temps, je pense à biochimie, par exemple, à la faculté de médecine, mais il y en a aussi évidemment à la FAS, au département d'informatique, etc. Donc je pense que ça. Puis vous savez quand même qu'avec entre Ivado et le MILA, on a des ressources, des structures de formation qui sont assez extraordinaires en ville. Je pense que pour ceux que ça intéresse, une approche possible est aussi d'essayer d'encadrer, peut-être en encadrement conjoint, je ne sais pas, mais un étudiant ou une étudiante d'un de ces programmes qui a aussi qui reçoit une certaine formation théorique, parce que c'est quand même pas trivial du tout. Question de Catherine Larochelle. Au point de vue analyse, peut-on facilement combiner les résultats de ces applications pour, par exemple, étudier l'expression génique en parallèle avec d'autres omics? Je ne sais pas à qui ça s'adresse. Très bonne question, mais est-ce que quelqu'un veut essayer de répondre? Mais ça a commencé déjà avec le site-seq, donc on combine le single cell avec l'expression de certaines protéines de surface. Donc, il y a même donc, des outils pour ça, donc de TenX. Et aussi, on commence à combiner ça avec le ATAC-seq, donc l'étude aussi de la chromatine. Donc là, récemment, on commence à intégrer, il y a aussi les données répertoires, donc on peut aussi aller investiguer en parallèle les données d'expression d'ARN et l'expression de certains de répertoires de T-cells et B-cells. Donc, il y a maintenant de plus en plus donc, la possibilité d'analyser en parallèle l'ARN de ces cellules en allant investiguer l'expression de certaines protéines et aussi donc, des analyses d'ATAC-seq. Donc, c'est possible. Et ça commence à se faire. Mais surtout, beaucoup plus dans le site-seq en protéines. Donc, combiner l'expression, l'ARN et l'expression de certaines protéines de surface. Je pense Mathieu, tu me corrigeras, mais à l'Institut de cardiologie, vous avez des bons exemples d'intégration de omics pour des maladies plus rares, transcriptomics puis métabolomics là, avec Christine. Là.
En fait, moi, je pense à ces trucs-là, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup les MGWAS maintenant, où ils essayent justement de rajouter la strate des métabolites parce qu'on considère que ça reflète plus l'interaction gène-environnement avec ces gènes pour essayer d'avoir une meilleure identité. Euh, Nous, on n'en a pas fait tant que ça d'associer. C'est sûr que dans les maladies rares, tu as un seul gène, donc tu vas avoir ton fil associé à ça. Mais il commence à y avoir des outils développés. Puis il y a un outil d'ailleurs qui a été développé par Christine qui est encore en cours de développement pour essayer justement d'associer les gènes et les métabolites ou de partir d'un set de métabolites que tu vas identifier dans une condition pour remonter, mettons, à certains SNP qui seraient associés ou faire l'inverse d'ailleurs. Donc nous, on a un outil qui est en développement. Il y en a aussi disponible, je pense, c'est MetaboSignal. Enfin, il commence à y avoir des outils quand même pour s'intéresser au moins à ces deux strates en considérant la strate de départ finalement des gènes et puis ta strate finale qui va refléter ton environnement. Mais idéalement, c'est sûr que les gens, dans un monde idéal, avec la vision de la médecine de précision personnalisée, c'est d'intégrer un peu toutes ces strates omiques-là pour avoir une meilleure représentation. Mais je pense qu'il y a encore du travail, étant donné que avec tous les challenges analytiques, finalement, j'entendais ce que se disait pour le RNA-seq et j'imagine que c'est pareil en protéomique. Il y a encore plein de questions autour de ça sur trouver les meilleurs outils analytiques, mais les meilleures approches, toute la complexité finalement quand on génère des grands jeux de données. Je pense qu'on est encore probablement très au départ de pouvoir aller vers cette association-là, mais il y a quand même des efforts qui se font. Mais ce que j'ai dit, c'était vraiment, ça concerne le single cell, mais dans une approche système biologie, on intègre avec les données bulk, RNA-seq, on intègre toutes sortes d'omics. Donc, ça a été démontré dans les maladies rares, dans le cancer. C'est beaucoup plus développé en intégrant les données bulk que le single cell. Les données bulk, on intègre la protéomique, les luminex, les données de cytokines, la métabolomique et autres omics dans un contexte de système biologie pour aller chercher des signatures multivariées. Mais ça, oui, ça, on peut le faire. Quand on a la mesure, c'est-à-dire on fait plusieurs observations, c'est-à-dire on fait plusieurs mesures sur le même échantillon dans plusieurs omics, il est possible d'intégrer et d'aller chercher donc des signatures multivariées. Mais ce que j'ai dit au début, vraiment, ça concerne le single cell, l'approche donc multimodale, ça commence avec les protéines de surface et l'ataxique. Mais une approche intégrative au niveau système biologie, maintenant, c'est une routine pour en intégrant les données transcriptomiques issues de RNA-seq. Donc, on le fait avec plusieurs omics dans un contexte d'approche système. OK. Écoutez, je vérifie, mais non, je vois plus de questions. Je pense qu'il y avait une question, pas dans le Q&A, mais dans le chat, mais elle a été couverte, il me semble, qui était en quoi consiste vraiment le travail du bioinformaticien dans la boîte noire. Je pense qu'on en a parlé. Et Dominique Trudel nous dit que pendant ce temps, en clinique, au plus une dizaine de gènes approuvés pour le diagnostic et de la bonne vieille immunohistochimie prédictive. Oui, exactement. Et ça, alors merci Dominique de faire ça va me permettre de faire mon pitch sur de fin. Là, je pense qu'effectivement l'application clinique de ces outils-là est encore, en tout cas dans nos milieux, au balbutiement. Il y a des problèmes évidemment de validation, il y a des questions de coût, il y a des questions de faisabilité technique, d'expertise, etc. Mais c'est clair qu'on a une ambition, je vous dirais, à la direction de la recherche qui est de faire évoluer notre lac de données Citadel vers ce que j'appelle Citadelomics, c'est-à-dire d'essayer vraiment, et ça a commencé pour certaines biobanques, mais d'essayer vraiment d'arrimer les données clinico-administratives avec non seulement celles des autres établissements, mais aussi des données de recherche pour évoluer vers une médecine personnalisée. Il y a des établissements qui font ça, y compris au Québec, dans un certain nombre d'applications cliniques, par exemple pour des facteurs, des risques de score, des polygenic risk scores, j'essaie de trouver le nom en français. Puis il y a des démonstrations assez claires de la plus-value de ces approches-là. Donc j'espère que dans les années à venir, on va arriver à évoluer vers ça. Mais c'est vrai qu'on est loin encore d'avoir atteint cet objectif-là, mais c'est clairement dans
dans un contexte de centre hospitalier universitaire, c'est clairement un objectif qu'on devrait essayer de poursuivre. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions, encore une fois. Non, je vérifie, mais il est 12h59. Donc, écoutez, merci beaucoup. Je pense que ça a été, j'espère que ça a été utile à ceux qui étaient là, à ceux et celles qui étaient là. Je remercie vraiment beaucoup nos panélistes. Je vous encourage à regarder les sites des plateformes du CRCHUM, de l'Institut de cardio, de l'IRCM et les autres qui sont disponibles. Il y a beaucoup de capacités en ville, on ne sait pas tout faire, mais enfin on couvre quand même assez large, puis c'est des services qui se développent et je pense que ça vaut le coup si vous avez besoin de vous adresser aux responsables de plateforme et en général les gens sont tout à fait ouverts à donner des conseils pour l'approche. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions brûlantes qui arrivent, je vous remercie encore une fois. Merci à tous nos panélistes. Merci à tous d'avoir été là. Et on continue la semaine prochaine. Je ne sais plus quel est le programme. Mireille, tu peux peut-être nous dire, c'est quoi la conférence de la semaine prochaine? Moi, j'ai oublié. Oui, un instant. C'est avec neurosciences. Attendez que je sorte le titre. C'est avec un médecin qui vient d'Israël. Son nom, c'est Eran Ornstein, professeur associé à Weizmann Institute. Et le titre, c'est Regulatory RNA in Neurodégénération. Ah ben voilà, alors on parlait d'ARN, je pense qu'on va probablement entendre parler de séquençage. Ok, bon ben merci à tous, bonne fin de journée, bonne fin de semaine.